Il est 17h en temps universel, 19h à Paris. Diane Berger. À la une ce soir, l'ouverture du sommet international sur le pacte financier mondial à Paris. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé pour une refonte complète des relations entre pays du Nord et du Sud, car le système actuel est trop inégalitaire. Au Royaume-Uni, la dette publique explose. Elle vient de dépasser les 100% du PIB. Dans l'actualité également, l'arrestation de l'un des plus grands narcotrafiquants marseillais. Nous avons appris l'interpellation de Mohamed Djeha la semaine dernière en Algérie. En basketball, la draft, c'est ce soir. Les équipes américaines de la NBA vont se répartir les nouveaux joueurs, notamment le déjà célèbre Victor Wembanyama. On vous explique comment cela va se passer dans quelques minutes. Et puis, nous ferons le point sur la bourse de Paris. Elle clôture à nouveau en baisse ce soir. Première journée de négociation au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement sont là pour débattre d'une réforme des institutions financières actuelles. Présent aujourd'hui au Palais Brongniart, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il a appelé à chambouler le système actuel. Les institutions financières internationales sont aujourd'hui trop petites et trop restreintes pour remplir leur mandat et être au service de tous, en particulier des pays les plus vulnérables. Et enfin, le système financier mondial perpétue et aggrave même les inégalités. En 2021, le Fonds monétaire international a ainsi alloué plus de 650 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Les pays de l'Union européenne ont reçu 160 milliards de dollars. Les pays africains, 34. Dit autrement, un citoyen européen a perçu en moyenne près de 13 fois plus qu'un citoyen africain. Tout cela a été fait dans les règles. Mais reconnaissons-le, ces règles sont devenues profondément immorales. Le sommet de Paris, nous y reviendrons demain matin avec notre invité. Emmanuel Macron, le président français, sera sur RFI à partir de 8h30 heure de Paris, 6h30 en temps universel. Une interview conjointe avec France 24 et France Info. Toujours pas de nouvelles du sous-marin disparu depuis dimanche soir. En revanche, les gardes-côtes américains annoncent avoir retrouvé des débris. C'est dans la zone de recherche non loin de l'épave du Titanic. Les recherches continuent. Au Mali, les autorités ont retiré son passeport diplomatique à l'imam Dicko, l'une des figures de l'opposition à la junte au pouvoir. Il s'était prononcé contre la nouvelle constitution soumise au référendum il y a quelques jours. Les résultats du vote sont attendus demain. L'avenir politique de Jair Bolsonaro est en jeu. Le procès de l'ancien président brésilien s'est ouvert tout à l'heure à Brasilia. Il est jugé pour abus de pouvoir, ce qui pourrait bien lui valoir une peine d'inéligibilité et le priver ainsi de candidater à l'élection de 2026. Il est 19h03 à Paris, 18h03 à Londres. L'inflation britannique se montre bien plus importante que prévu au mois de mai, et cela pour la troisième fois consécutive, 8,7 sur un an. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle sur le plan économique pour le Royaume-Uni. Emeline Vin, la dette publique vient de dépasser les 100% du PIB. La dette publique britannique n'avait plus dépassé les 100% du PIB depuis 1961. Elle s'établit à près de 3 000 milliards d'euros fin mai, selon des estimations de l'Office national des statistiques. Plusieurs facteurs expliquent la hausse des emprunts du gouvernement et donc ce dépassement symbolique. Les programmes d'aide pour soutenir les ménages face à la hausse des prix de l'énergie, les taux d'intérêt sur la dette plus élevés et la revalorisation des allocations face à l'inflation. Des dépenses justifiées selon le ministre des Finances par la pandémie et la guerre en Ukraine. Ce mercredi, Jeremy Hunt a renouvelé son intention de diviser par 2 l'inflation et de réduire cette dette publique. Cette estimation, qui peut encore être révisée, aura été mal accueillie par le Premier ministre. Rishi Sunak avait fait de la baisse d'impôts l'une des 5 priorités de son gouvernement. Il paraît désormais compliqué de tenir cette promesse à 1 an d'élections générales qui s'annoncent déjà menaçantes pour le Parti conservateur au pouvoir depuis 13 ans. Emeline Vin, Londres, RFI. Et dans ce contexte, appel à la grève sur les chemins de fer au Royaume-Uni. 20 000 cheminots britanniques vont débrayer pendant 3 jours le mois prochain. Ce sera plus précisément les 20, 22 et 29 juillet. C'est une nouvelle sanction symbolique contre Moscou. Les Nations Unies ajoutent la Russie à sa liste de la honte sur les violations des droits des enfants dans les conflits. Dans le viseur de l'ONU, en particulier les attaques russes en Ukraine qui ont visé entre autres des écoles ou des hôpitaux. Une démission à la tête de la Fédération internationale
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Francesco Rocca quitte son poste de président après une polémique en Italie. L'homme, qui est par ailleurs président de la région du Lazio en Italie, avait retiré son soutien à la marche des fiertés de Rome car il trouvait l'élément trop politique. Il était l'un des plus grands narcotrafiquants de France, mais surtout de Marseille. Le franco-algérien Mohamed Djeha a été arrêté la semaine dernière près d'Oran, en Algérie. Son interpellation, annoncée hier soir, était une priorité de l'Office anti-stupéfiants, mais il faisait aussi l'objet d'une notice rouge publiée par Interpol. Mohamed Djeha régnait d'une main de fer sur le trafic de drogue dans la cité phocéenne. Retour sur des années de banditisme à Marseille avec Mathieu Limongi. Un fugitif parmi les plus imprenables en cavale depuis des années, l'homme était traqué par les autorités françaises et algériennes, Mimo de son surnom, géré parfois depuis Dubaï, parfois depuis l'Algérie, un puissant réseau de trafic de stupéfiants dans la cité de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille. C'est ici que se trouvent certains des points de vente les plus importants de la ville, avec un chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 80 000 € chaque jour. Mais depuis ces plans qu'il assurait aussi l'approvisionnement en cannabis et en cocaïne, de nombreux autres points de vente de Marseille, mais aussi d'autres régions. Depuis 2019, l'homme âgé de 42 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt suite à une condamnation pour blanchiment de trafic de stupéfiants. Mais avant son arrestation, Mohamed Djeha venait d'être condamné une deuxième fois, 30 ans de réclusion criminelle pour avoir participé à un assassinat en 2017 sur une autoroute près de Marseille, et il pourrait même, selon la police, être impliqué dans d'autres règlements de compte. Mathieu Limongi, Marseille, RFI. La rédaction du Journal du Dimanche s'est mise en grève. C'est l'un des principaux hebdomadaires français et l'équipe refuse l'arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, journaliste proche de personnalités d'extrême droite et qui a récemment été évincé du magazine Valeurs Actuelles. En sport, la NBA s'apprête à accueillir son nouveau prodige Victor Wembanyama. Mais d'abord, la prestigieuse Ligue de basket américaine organise ce soir la draft, cette sorte de bourse au talent au cours duquel les 30 équipes sélectionnent leurs nouveaux joueurs pour renforcer leurs effectifs. Très concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner la draft NBA ? Réponse avec Arthur Verdelet. 60 élus et surtout beaucoup de déçus. Chaque année, la NBA tente de rééquilibrer sa compétition avec la draft. Le concept, plus une équipe sort d'une mauvaise saison, plus elle a de chances de recruter le meilleur jeune. Des talents âgés de 18 à 22 ans et issus des universités américaines, mais aussi des ligues professionnelles des 4 coins du globe. Tous tentent leur chance depuis l'apparition de la draft en 1947. Depuis, quelques règles ont vu le jour au fil des années. L'une limite le nombre de joueurs appelés après le fiasco de 1968. À l'époque, 212 joueurs sont draftés en 21 tours contre 60 en 2 tours à ce jour. Autre grande évolution, la loterie. Elle est introduite en 1966 et doit éviter que des équipes perdent délibérément leur match durant une saison afin d'obtenir le premier choix. Pour lutter contre cette pratique, la NBA s'en remet au hasard, d'abord en attribuant le premier choix à pile ou face, puis en généralisant le tirage au sort aux 14 équipes non qualifiées pour les playoffs. Cette année, ce sont les Spurs de San Antonio qui ont tiré le gros lot. Arthur Verdelet. La bourse avec Investir. Bonsoir Cécile Lecause. Bonsoir Diane. La bourse est en baisse ce soir. Oui, le CAC 40 a réduit ses pertes en fin de journée, mais il a accusé une 4e séance de baisse ce jeudi, cédant 0,79% à 7203 points. Les investisseurs peinent à digérer les déclarations de Jérôme Powell mercredi devant la Chambre des représentants. Le président de la Réserve fédérale a insisté hier sur le fait que le chemin serait long avant le retour à une inflation de 2% aux États-Unis et que de nouvelles hausses de taux d'intérêt seront nécessaires cette année. En Europe, où la hausse des prix est tout aussi préoccupante, les banques de Suisse, de Norvège et d'Angleterre ont procédé à de nouveaux resserrements monétaires ce jeudi et même d'un demi-point à Oslo et Londres. Pour ce qui est des entreprises, à Paris, SES s'est octroyé près de 8%, l'opérateur de satellite ayant renoncé à se rapprocher de son concurrent américain Intelsat. Total Energy a lui perdu 2,5%, alors que le baril de Brent est retombé sous $75, ce qui a pénalisé aussi le CAC 40. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI. Attention aux Antilles, l'île de la Martinique vient de passer en vigilance rouge cyclone en raison du passage de la tempête tropicale Brett. Les rafales pourront atteindre 120 km/h, voire 150 km/h.